Chapitre 7, page 89. La bataille. Un matin, le fifre de Tom Watson sonna le branle-bas de combat. Je n'étais pas de la bordée de quart, et je dormais encore dans mon hamac, quand les piaillements du fifre m'entrèrent ainsi qu'une vrille dans les oreilles. Je sautai en bas tout de suite, et les yeux à moitié clos de sommeil, je grimpai sur le pont derrière mes compagnons, qui s'injuriaient en s'agrippant à l'échelle de bois. Nous vîmes venir à nous un bâtiment qui naviguait à pleine voilure. Le soleil levant inondait la mer d'un flot d'or qui nous obligeait à cligner des yeux quand on la regardait. Mathieu Miles, déjà revêtu de son somptueux costume de squelette, paraissait préoccupé. Sa figure blafarde était plus livide que de coutume, ce qui faisait mieux ressortir les lèvres roses de sa terrible cicatrice. « Hâtez-vous, fils de Satan, et commencez le feu à mon ordre. La journée sera chaude. » Nous nous dépêchâmes d'endosser nos livrets de guerre et nous prîmes nos places, attendant l'abordage. Le navire, qui abordait pavillon français, ne cherchait pas à éviter le combat. Bien au contraire, il manœuvrait pour nous prendre de flanc, afin de nous lâcher une bordée de ses canons qu'un reflet de soleil révélait. Son artillerie devait être égale à la nôtre. Nous aurions pu commencer à tirer, mais Mathieu Miles voulait l'approcher au plus près pour que ses gens puissent apercevoir nos figures et par ainsi profiter de leur désarroi. Vermoutier, penché dans la gambie, suivait avec la lunette ce qui se passait à bord de l'ennemi. Nous étions tous attentifs à ses gestes, car en quelque sorte, c'est lui qui devait provoquer les ordres de notre skipper. Soudain, Vermoutier posa sa lunette et nous cria « Tirez à pleine charge! Ils nous ont vus et sont frappés par la foudre !» Mathieu Miles commanda le feu sans hésiter, et toutes les pièces de tribord crachèrent sur le bâtiment dans un bruit épouvantable. De longues traînées de fumée rampaient sur l'eau et nous empêchaient de voir. La brise fut longue à les dissiper. Enfin, nous aperçûmes l'adversaire désemparé, son mât de misaine abattu et son beaupré plongeant à demi dans l'écume. Nous virâmes de bord en nous rapprochant et nous lâchâmes la deuxième bordée de nos canons. Cependant que la fumée se dissipait, nous reçûmes 2 ou 3 boulets qui passèrent trop haut, mais crevèrent le foc et une voile d'été. « À l'abordage! À l'abordage » hurlions-nous ainsi que des démons. À ce moment, notre beaupré s'engagea dans les haubans de l'adversaire, et nous dégringolâmes comme des singes, le couteau aux dents et la hache à la main. « Seigneur Jésus » fit un marinier en nous apercevant. Vermoutier lui fracassa la tête d'un coup de hache. Un gentilhomme, de bonne mine, se précipita sur moi, l'épée haute. « Que tu sois mort ou vif » cria-t-il, « pars toujours celle-ci !» Ce fut Pain Noir qui me sauva d'un formidable danger, en déchargeant son pistolet dans la poitrine de mon adversaire. « À toi, Pain Noir !» lui criai-je. Il n'eut que le temps de se retourner pour éviter un coup de pique. Et c'est moi qui lui sauvai la vie en abattant d'un coup de pistolet un colosse qui l'assaillait. J'eus la grande joie, plus tard, de savoir que je n'avais pas tué cet homme. Il fut même, quoique blessé à l'épaule, un des rares survivants du pillage du Petit Frère, le navire que nous venions d'attaquer. Nous ne tardâmes pas à être maîtres de la situation. Notre butin fut maigre. Comme, maugréant et jurant Dieu, nous nous apprêtions à regagner notre bord, nous aperçûmes au loin un autre navire, qui, en dépit de la distance où il se plaçait, nous parut d'une taille imposante. Mathieu Miles, après s'être servi de la longue-vue de Vermoutier, hocha la tête et se frotta les mains l'une contre l'autre, ce qui était chez lui l'indice d'une grande perplexité. « Vous allez me ramasser le plus de cadavres que vous pourrez, et vous rembarquerez tout cela à bord. Il n'y a pas une minute à perdre. Entendez-moi bien, mes doués !» Nous le regardâmes sans dire mot, et l'ordre fut exécuté. Pêle-mêle, une dizaine de cadavres, les autres ayant déjà été jetés à la mer, furent embarqués sur le Hollandais volant à l'aide d'un quart-tahus. Nous finissions à peine cette besogne que le boss terminait la scène, qui était de dégager notre avant enfoncé dans les haubans du Petit Frère. Et puis, nous débordâmes tous avec de longues gaffes. Le Petit Frère s'en alla vers l'ouest, où les vents le poussaient, livrés à la merci des flots, car nous n'avions pas eu le temps de l'incendier. Nous étions toujours revêtus de nos habits de combat, et nous nous préparions à soutenir vaillamment un choc qui s'annonçait plus rude que le premier. « Compagnons » fit Mathieu Miles, « vous allez accrocher ces défunts dans la mâture avec des mousquets. Pour une fois, l'Hollandais volant sera défendu par de vrais morts. » Nous comprîmes sa ruse et nous nous ingéniâmes à disposer nos macabres auxiliaires. Raidis par la mort,
ils offraient des visages épouvantables. Certains semblaient rire d'un rire diabolique. « Surtout, ne tirez pas, ne bougez pas, prenez l'attitude de vrais morts », ne cessait de nous répéter notre skipper. Parmi les trépassés, nous trouvâmes une femme. Elle était jeune et belle, une toute jeune fille, bien vêtue, qui, à notre avis, devait être une fille de qualité. Virmontier montra du pied la triste dépouille. « Et celle-là » demanda-t-il laconiquement. « Mets-la avec les autres, » fit le capitaine. « Attache-la au beaupré, elle sera la figure de proue qui nous portera chance. » Nous attachâmes le cadavre de la malheureuse jeune fille à l'avant du navire. Elle semblait en effet la figure de proue de notre navire damné. Ses beaux cheveux blancs s'étaient dénoués et flottaient au vent autour de son visage, dont la mort avait respecté les traits charmants, encore enfantins. « Bien, » fit Mathieu Maïs. « Et maintenant, compagnons, soyez comme les morts et laissez porter. C'est un navire espagnol, nous ne sommes pas en force pour résister. » Nous nous mêlâmes aux vrais cadavres avec nos costumes de squelettes et nos masques, dont certains étaient encore tachés du sang de nos victimes. Et tout d'un coup, un grand silence régna à bord du Hollandais volant. Un silence énorme, angoissant, qui s'étendait autour de nous sur la mer et dans le ciel. Nous demeurions raides, burlesques, immobiles, mêlés aux dépouilles de ceux que nous avions assassinés. On n'entendait que le bouillonnement de l'eau sous l'étrave, et, nous semblait-il, la brise qui soufflait dans la haute voilure de l'Espagnol. Ce bâtiment de guerre, dont nous voyions luire les canons, gouverna droit sur nous. Nous avions amené le pavillon noir et hissé à sa place le pavillon de Malte. Le navire espagnol élongea le nôtre par bâbord. Nous apercevions 5 canonniers près de leurs pièces, tenant en main la mèche allumée. Les officiers, sur le château, semblaient pétrifiés. L'un d'eux fit le signe de la croix et jeta son chapeau. L'équipage tomba à genoux. Nous passâmes lentement devant eux, et à mes oreilles parvint comme un murmure la prière des trépassés. Une saute de vent nous poussa vent arrière, et bientôt l'Espagnol ne fut qu'une petite voile blanche dans le soleil couchant. « Sainte Mère de Dieu » murmurai-je, en me signant à la dérobée.